Good Morning Business. Le débat. Et surtout, que font-ils? Oui, mais c'est pas très dur comme question parce que Il suffit de dire, bon d'accord. depuis hier, on connaît ces deux noms qui sont les deux prix Nobel. Mais encore. D'économie. Oh là, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred, ça choque énormément. Pardon. Nobel d'économie. C'est un peu de la coquetterie. Je sais pas, enfin moi c'est de la coquetterie parce que ça reste quand même le plus beau prix que peut recevoir un économiste au monde. Voilà, c'est ça qui compte. Mais bon, c'est le prix de la Banque de Suède. En sciences économiques. Décerné en mémoire d'Alfred Nobel. Alors, ce qui me frappe quand on a ces prix Nobel, d'ailleurs, je regarde l'économie plus souvent que la chimie ou la physique, c'est que c'est quand même toujours un peu complexe de comprendre avec des mots très simples ce que font ces gens et pourquoi on leur a donné le prix. Alors, j'ai fait l'exercice, je me suis demandé... voilà ce que je comprends, en fait, de la motivation du prix de la Banque de Suède. Ils ont essayé d'aller trouver une théorie fondamentale, de la recherche fondamentale, dont l'application dans la vraie vie, dont l'invention qu'elle suppose, va apporter un bien à la société tout entière. Et c'est exactement le cas, visiblement, qui a présidé à ce choix des deux Américains, qui ne sont pas tout jeunes, hein, ils ont 72 ans et 83 ans. C'est qu'on considère que les théories fondamentales qu'ils ont mis en place sur les enchères parfaites, eh bien, ça va profiter aux vendeurs. Ça va profiter à l'acheteur et ça va profiter à la société en matière de pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et au gouvernement en matière de recettes, quand il lance des enchères des télécoms, par exemple. Oui, mais justement, pour arriver à des enchères parfaites. C'est une sorte d'idée qui fait qu'on doit aboutir à quelque chose qui est au plus près du juste prix. En fait, ce qui se passe chez Robert Wilson, c'est qu'il regarde qu'a priori, l'acheteur est un mec normal, un mec assez rationnel, et qui va essayer de faire des offres de manière à ne pas payer plus que ce que vaut l'objet. Et en général, il va d'ailleurs payer moins que ce que vaut l'objet dans leur théorie. Parce qu'il est rationnel. Et après, il y a cette théorie de Paul Milgrom qui date des années 80, qui est une théorie beaucoup plus générale, où il part du principe que tout le processus d'enchère sera d'autant plus équilibré à la fin qu'il y a une délivrance d'informations pendant la séquence des enchères, entre celui qui veut acquérir et les autres acquéreurs. Et qu'à ce moment-là, on finit par arriver à quelque chose qui est à peu près... qui va éviter que ça dérive dans un sens ou dans un autre. Tous les 17 ou 18 rounds qu'on a eu pour la 5G. Exactement. Et alors, ils vous expliquent que, d'abord, ils ont fait donc un modèle mathématique du comportement à la fois des vendeurs et à la fois des acheteurs. Alors ça, c'est là où ça nous échappera forcément un petit peu si on n'est pas à ce niveau-là d'expertise scientifique. Et ils ont donc mis en place une méthode pour utiliser les enchères afin de pouvoir finalement céder des biens très sophistiqués qui ne sont pas des biens qu'on peut vendre de manière classique avec de l'offre et de la demande sur le marché. Exactement les enchères télécom, exactement les créneaux d'atterrissage pour les aéroports, les attributions de créneaux d'émissions carbonées. Et en fait, le principe qu'ils ont mis en place, c'est d'avoir des enchères simultanées à plusieurs tours, qui est un système finalement relativement simple à comprendre et qui va permettre dans son déroulé d'essayer d'aboutir à quelque chose qui est au plus près du juste prix, pour éviter que finalement le vendeur ne retire une somme astronomique ou que l'acheteur sous-paye totalement, et pour avoir finalement une sorte de gain collectif. Mais c'est intéressant parce que j'ai bien compris ce qui se passe. Ouais, mais vous avez bien compris, d'autant plus que dans les enchères de la 5G qui se sont déroulées il y a quelques semaines en France, tout le monde est content apparemment. Oui, mais bon, il faut bien reconnaître qu'on a utilisé ces méthodes aux États-Unis pour la 5G. Depuis 1994. Oui, mais en France, on avait fait différemment sur les premières fréquences télécom, et c'est là où finalement on avait un petit peu rincé les acheteurs. Mais sauf que là, justement, c'est ces méthodes-là qui ont été appliquées avec ces multiples rounds. Mais on a un expert du sujet avec Emmanuel. On a un Nobel d'économie. Notre Nobel, Emmanuel. Notre Nobel. Non, parce que tout ce qu'a dit Nicolas est très juste. Ce qui est intéressant, alors, c'est qu'effectivement, on sent que dans le jury Nobel, il y a de plus en plus cette ambition de coller à une forme d'actualité pour bien faire passer le message que l'économie, la science économique, a la réponse à des problèmes contemporains, sachant qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de cas où finalement vous attendez plus 20 ou 30 ans pour avoir votre prix Nobel. Alors là, c'est le cas, mais prenez Esther Duflo ou même Jean Tirole, ils l'ont eu quand même assez vite. Alors effectivement, cette théorie des enchères, elle a été connue beaucoup dans les années 90 aux États-Unis avec l'attribution des fréquences de télécom, mais ça a explosé littéralement dans les années 90 avec finalement tous ces marchés qui sont des marchés qui sont nés de la révolution technologique et de la déréglementation de l'économie mondiale. Alors effectivement, on a cité les canaux de télévision, les lignes électriques, par exemple, les droits de retransmission de matchs de foot, la publicité. Paul Milgrom, d'ailleurs, il a monté une société qui s'appelle Market Design Inc. et il a conseillé les gouvernements du monde entier. Alors pourquoi ce succès des enchères ? D'abord, c'est rapide, ça coûte pas cher par rapport à des procédures dans lesquelles il faut déposer des dossiers de sélection absolument considérables.
vulnérables. Et puis surtout, c'est des marchés, et c'est ça la principale caractéristique, c'est que ce sont des marchés dont l'avenir est totalement imprévisible. C'est-à-dire que quand vous lancez les nouvelles fréquences télécom, vous savez pas comment ça va se passer. Avenir imprévisible, Nicolas l'a dit, c'est pas la règle des coûts de production classiques qui s'applique. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que c'est des marchés dans lesquels, et c'est exceptionnel, l'acheteur connaît plus de choses sur le produit que le vendeur. C'est-à-dire que quand l'État vend les fréquences télécom, il sait absolument pas ce qui va se passer. Alors en revanche, tous les opérateurs téléphoniques savent très bien ce qu'ils veulent faire de ces fréquences télécom. Et donc, le processus des enchères, ça permet en fait aux acheteurs de révéler leurs préférences et de permettre à l'État finalement de tirer un prix relativement intéressant de ces enchères. Et donc celui qui sait combien ça vaut vraiment en fait dans les enchères, c'est l'acheteur. C'est ça la spécificité du dispositif. Ça a aussi le mérite de la transparence des enchères. C'est-à-dire que là il n'y a pas de place pour les manœuvres politiques, les trafics d'influence, etc., etc. Donc c'est assez simple. Et ce qui est intéressant et ce qui est plutôt démocratique, c'est que les enchères ça favorise pas toujours les plus gros. Hein, ça favorise les plus malins, les plus agiles. Il y a des procédures, par exemple, à la télé, quand on met les enchères, quand on met les pubs aux enchères, bah, vous avez des petites marques qui peuvent, choper des créneaux. Par exemple, il y a un cas assez célèbre à France Télévisions. Wattwiller, c'est une petite source qui, pendant des années, a été bloquée par les Vitel, par les Evian, etc., parce que c'était des mastodontes qui imposaient leurs lois. Avec les processus des enchères, ils ont pu se faire une petite place. Il y a quand même un risque, le risque de surenchère existe. C'est-à-dire qu'il y a des marchés, et on peut prendre le marché des télécoms. En fait, fondamentalement, il y a des marchés où vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'y aller. Donc, en gros, si vous participez pas à la compétition, vous êtes sûr que vous êtes mort. Si vous participez à la compétition et que ça vous coûte trop cher, en gros, vous pouvez mourir, mais lentement. Voilà, Paul Milgrom, Robert Wilson, alias Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dose. Merci d'avoir décrypté pour nous ce Nobel d'économie.